Et jusqu'ici, les cris que l'on entendait de la part des supporters de foot et de l'équipe de France étaient plutôt des cris de déception, de rage ou de colère, voire des insultes. Ils étaient maudits, c'était des petits-enfants gâtés, c'était des individualistes, des fils de pauvres devenus riches et insouciants. Et voilà que tout d'un coup, 90 minutes plus tard, à partir de 9h hier soir, ce sont des anges, ils sont célébrés, ils sont adulés, ce sont les meilleurs, même l'équipe du jour aujourd'hui. Titre respect pour cette équipe de France qui, vous le savez, donc a fait se qualifier pour partir au Brésil au cours du prochain mondial au printemps prochain. Avec nous pour parler du foot aujourd'hui, de ses contradictions, de ses paradoxes, aussi de l'amour du foot, nous avons trois invités, plus Xavier Delaporte qui va m'accompagner parce que je ne suis pas vraiment spécialiste. Rebonjour, bonjour Xavier Delaporte. Bonjour Marc. Trois grands spécialistes du foot, Pierre-Louis Basse. Bonjour Pierre-Louis Basse. Bonjour. Faut-il vous présenter ? Vous avez été longtemps journaliste sportif à Europe 1. Vous avez beaucoup écrit sur le foot pour donner quelques titres. La biographie d'Éric Cantona, Un rêve modeste et fou, PSG, histoire secrète, Carnet d'un mondial à 98, 100 jours du PSG en 99, Football Inco, Noirs et Blancs en 2003, et même le Larousse du football en 2006. Et par ailleurs, vous travaillez beaucoup aussi sur l'histoire et l'extrême droite, le Front National. Témoin ce dernier livre qui sort chez Hugo Images, La tentation du pire, l'extrême droite en France de 1880 à nos jours. Vous êtes accompagné de Renaud Dely. Bonjour Renaud Dely, directeur de la rédaction du Nouvel Observateur. Vous aussi beaucoup écrit, non pas sur le foot, mais sur la droite et l'extrême droite française. Mais on sait votre passion pour le foot. Vous avez même participé longtemps à On refait le match chez nos amis d'RTL. Et puis, plus discret, Stéphane Régy, bonjour. Bonjour. Rédacteur en chef du magazine SoFoot, qui est au foot ce que les cahiers du cinéma furent au cinéma. Alors, première question d'ailleurs toute simple. Faut-il ne pas s'énerver de ce que les avis, selon les scores, changent et passent tantôt de la détestation à l'admiration, Pierre-Louis Basse? Non, quand on sait où on en est et qu'on ne fait pas partie de la meute. Oui, je ne suis pas particulièrement excité ce matin. Je note simplement que c'est rare que sur France Culture, c'est intéressant d'entendre des bruits de vestiaire comme ça, c'est magnifique. C'est tout à fait... Non, il faut pas céder encore une fois à la meute, que ce soit dans un premier temps le lynchage ou dans un deuxième temps une espèce d'euphorie brutale. Moi, il n'y a qu'une chose qui me fait... En l'occurrence, là, ce n'était pas un vestiaire, hein, c'était un petit bar quelque part dans... Non, mais ça ressemblait un petit peu à un vestiaire, c'est chouette, c'est très chouette. Moi, la seule chose que j'ai envie de dire là d'entrée au coup de sifflet final, c'est que dans un pays où le climat devient de plus en plus épouvantable, abject, avec des salopards qui font basculer une partie du pays vers un racisme de peau, parce que ça s'appelle comme ça, racisme de peau, ce qui se passe auprès du garde des Sceaux. Eh bien, c'est pas mal de voir des Noirs et des Blancs réunis et qui gagnent. Voilà ce que je peux dire, là, ce matin, de les voir tous ensemble, qui sont bien français, des bons Français de chez nous. Mais qui sont noirs de peau pour certains. Eh bien, ne serait-ce que ça c'est une belle nouvelle. Le reste, restons calmes. On n'est pas devenu champion du monde hier soir. Doucement, c'était bien, c'était une belle victoire, qui était possible d'ailleurs. Voilà. Cela dit, alors Pierre-Louis Basse, Renaud Dely, par exemple, on se souvient tout de même qu'en 98, il y avait soi-disant une France black, blanc, beurre, et que ça y est, tous les problèmes étaient réglés. C'était Thuram, entre autres, en 98. Cela devient Sacco aujourd'hui, qui a marqué 2 buts hier. Votre sentiment? Il faut... je partage tout à fait ce que vient de dire Pierre-Louis Basse, mais en même temps, il faut effectivement être lucide. C'est-à-dire que, et je pense que Pierre-Louis est aussi... Ce qu'il vient de dire, c'est vrai. C'est une image de la France, c'est l'image de la France de 2013 qu'on a vu hier agiter des drapeaux français et chanter la Marseillaise. Et les Français de 2013, ils sont blancs, ils sont noirs, ils sont d'origine maghrébine, ils sont de toutes les couleurs. Et la France, elle est comme ça. C'est une réalité qui visiblement déplaît à un certain nombre de personnes qui se sont lancées dans des débordements racistes ces dernières semaines, ces derniers mois. Et ça ne fait que prendre de l'ampleur. Donc il y a toute une France qui refuse cette réalité-là. On a une semaine pile même d'ailleurs de la fameuse 1 minute et de ce que l'on sait sur les la 1 minute n'étant qu'un élément dans un climat nauséabond. Donc cette réalité-là, on l'a vu hier soir se déployer et c'est vrai que ça fait plaisir de voir cette France multicolore qui correspond à la réalité sociologique du pays l'emporter. C'est une image qui renvoyait à la phase de cette France nauséabonde qui, elle, refuse cette réalité. C'est-à-dire que la France, elle est comme ça, elle l'était comme ça, elle est comme ça, elle sera comme ça. Pour autant,
c'est vrai qu'un match de football n'est qu'un match de football. C'est-à-dire que ça va évidemment pas changer, et là on peut le regretter, mais il faut être lucide, ça ne va pas changer ce climat politique, ce climat qu'on évoquait à l'instant, comme 1998, ce triomphe formidable n'avait pas empêché 4 ans plus tard Jean-Marie Le Pen d'accéder au second tour de la présidentielle. Donc il ne faut pas oublier, et vous aviez évoqué tous les qualificatifs qui étaient attribués, accolés à l'équipe de France quand elle perdait il y a encore quelques jours, il ne faut pas oublier juste que ce sont des sportifs et que c'est un jeu, le football. C'est vrai que c'est toujours plus sympa quand on gagne que quand on perd. Stéphane Régis. Oui, en fait, ce qui m'a frappé aussi, c'est en creux, en fait, à quel point on se rend compte que ce pays a peu de culture foot, puisqu'après tout ce qu'on a entendu après le match aller, où l'équipe de France avait perdu après un match pas terrible. Donc voilà, on mélangeait vraiment tout, c'est-à-dire l'aspect sportif, ils ont fait un mauvais match, avec tout ça, on y a mis tous les ingrédients de ce que Pierre-Louis et Renaud viennent de dire, d'un climat politique un peu nauséabond, sans se rendre compte qu'effectivement, il y a un match retour où on peut gagner 3-0, où on peut gagner 4-1, et où au fond, ça n'était pas si impossible que ça, parce qu'évidemment, les commentaires juste avant hier à 21h, c'était de dire en plus que de toute façon, on marquerait peut-être un but, on marquerait peut-être 2 buts, mais comme il fallait en marquer 3, on les marquerait même plus loin, sûrement pas. Je pense qu'il y a certaines rédacs qui espéraient quelque part que nous soyons éliminés, parce que ça ferait peut-être davantage, ça moulinerait davantage. Oublions qu'en effet, Stéphane a raison, c'était tout à fait envisageable. Saint-Étienne l'avait fait face à Kiev. Qu'est-ce que vous entendez, Stéphane Régis, sur on n'a pas de culture footballistique? Parce que là, quand je disais, et c'était pas une boutade qu'on fonce au foot, et au foot ce que les cahiers du cinéma sont au cinéma, c'est bien parce qu'il y a une question de culture au fond. C'est quoi avoir la culture du foot pour essayer de dire le moins de bêtises possible sur quelque chose qui rassemble des millions et des millions de gens et qui fait vendre des journaux et qui fait vendre de la publicité, qui fait des affaires. Mais c'est quoi avoir une culture du foot? Là, par exemple, avoir la culture du foot, c'est souvent des pays qui ont beaucoup gagné et aussi beaucoup perdu. En France, il se trouve qu'on a peu gagné, on a beaucoup gagné sur un petit laps de temps et on a gagné assez tard, en oubliant que effectivement le foot c'était d'abord beaucoup de défaites, et que j'ai l'impression qu'en France on ne sait pas gagner comme on ne sait pas perdre. Et c'est quelque chose qui me semble beaucoup plus réel, beaucoup plus prégnant dans les pays qui nous entourent en Europe, où c'est des choses que tout le monde intègre. Alors, attendez, Renaud Dely et Pierre Lubas. Ce qui est vrai, c'est qu'historiquement, le football en France, c'est devenu une activité majeure dans le fonctionnement de la société récemment. C'est très récent. On n'a pas... alors, on a en tête la génération 98, évidemment, et pour les plus anciens d'entre nous, la génération 80, enfin des années Platini. Mais avec de très longues périodes dans l'histoire du football français, de très longues périodes de disettes, de creux, les années 70, les années 60, où sur la scène internationale, le football français n'existait pas. Et puis on a à quelques rares exceptions près dans le pays, plutôt historiquement d'ailleurs des villes ouvrières, ou d'ex-villes, des villes aujourd'hui qui sont post-industrielles, mais où il y avait un berceau footballistique, une vraie identité. Je pense à Lens, je pense à Saint-Étienne, je pense à quelques cas comme ça. Il y a évidemment la spécificité marseillaise qui est liée aussi à la dimension cosmopolite et le côté, ce port ouvert sur la Méditerranée qui en faisait une vraie ville de football, même si il faut mettre entre parenthèses, si j'ose dire, quasiment la greffe tapis des années 80 qui était assez artificielle, où c'était déjà une forme de foot bling-bling qui se greffait, mais sur une vraie réalité footballistique. Mais si on met à part ces trois villes et quelques autres, et avec un plan de communication à l'époque qui était énorme. Il n'y a pas d'existence, il n'y a pas de fond, de terreau historique du football en France. Pierre-Louis Basse. Sur la culture foot, Stéphane a raison. Moi je pense, les chiffres sont là, nous sommes des pratiquants de sport, 36 millions de Français pratiquent plus ou moins régulièrement le sport, mais on a tout mélangé, et nous ne sommes pas, du point de vue du sport-spectacle et des résultats et de la compétition, une grande nation sportive. Nous avons des moments de sport, nous avons des moments où nous sommes par moments des rendez-vous, des grands rendez-vous. Nous sommes touchés par la grâce par moments. C'est d'ailleurs le génie français d'une certaine manière. C'est Dominici qui est capable de passer par-dessus les blagues. Je veux dire, ce sont des moments en basket, en balle. Mais ce qui se passe, et c'est intéressant que vous parliez de 98, parce que je pense qu'il s'est passé quelque chose en 98, il faut absolument en 98, 2000 et jusqu'en 2006. Mais 98, qu'est-ce qui se passe? On est champion du monde. Et comprenez-vous, après la victoire de l'Euro en 2000, eh bien, un grand équipementier se permet, c'est pas rien et c'est symbolique, d'inscrire une deuxième étoile sur le maillot de l'équipe de France avant même
de partir en Corée. Je me souviens de ces Belges qui sont venus au Parc des Princes et comment nous les avons chambrés et comment les Belges nous ont remerciés en nous marquant un but et gagnant ce match avant même le départ vers le Japon et la Corée. Donc ça, c'était significatif. On a basculé, en effet, Renaud a raison, je pense qu'il y a brusquement une espèce de financiarisation, d'industrie du spectacle qui ont pris le pouvoir, mais dans un pays qui n'avait pas, je veux dire, génération après génération. Vous comprenez-vous? On pourra en parler peut-être tout à l'heure, mais la génération d'aujourd'hui, c'est comme ça. Ça n'est pas la génération Zidane, ça n'est pas la génération Platini. On parlera du niveau de cette équipe. Et donc, on a un petit peu... Quand je suis revenu, moi, de cette finale de Coupe du Monde en 98 et que j'entendais de très grands intellectuels nous dire que la croissance allait revenir, que l'intégration allait revenir, écoutez, ça fait sourire. Ça n'est que du jeu. On verra ce qui se passera sur la question du PIB. Voilà, Antoine Beauchamp était dans un petit bar du 5e arrondissement de Paris, un pub plein à craquer plutôt, et là c'était donc le premier but marqué par Sakho. Alors si on prend le sujet très au sérieux de ce qu'est le match en tant que tel, Stéphane Régis, expliquez-moi ce qui s'est passé. Pourquoi selon vous y a-t-il des je dirais pas au fond des moyens scientifiques que de le savoir, mais par exemple il faut peut-être rappeler le rôle de Didier Deschamps, de la combinaison dite des joueurs qui est celle de 98. Qu'est-ce que vous pouvez me dire de sérieux, comme un critique des cinémas par l'arrêt d'un film, sur l'équipe d'hier soir, et ce qui explique tout de même, alors qu'ils étaient maudits encore une fois une minute avant le début du match, qu'elle est jouée de manière à gagner, à marquer des buts. Si on se réfère au match aller, Didier Deschamps avait aligné une équipe qui me semblait plus tournée vers le contre et vers le 0-0, une équipe très prudente, puisqu'on avait en attaque... un joueur comme Loïc Rémy, qui est un type qui est surtout là pour courir, et assez peu technicien. Au match retour, il a mis des joueurs comme Valbuena, comme Benzema, qui me semblent être d'un talent supérieur et qui sont plus des joueurs de préservation du ballon et de création de jeu. Donc ça indiquait que la France allait, disons, avoir un jeu un peu plus ambitieux pour marquer des buts, voilà. Et il se trouve qu'on en marque 3, on en avait marqué 0 à l'aller, donc ça c'est des éléments tactiques qui peuvent peut-être expliquer pourquoi la France a joué différemment là au retour qu'à l'aller. Bon, puis après il y a tout le côté psychologique d'une équipe qui se retrouve dos au mur au moment où... et qui prend conscience peut-être qu'elle peut faire des choses pas mal. Mais elle en prend conscience comment? Que leur dit Deschamps? Est-ce qu'il y a des schémas, vidéos? Comment ça? Renaud Dely. A priori, j'étais pas dans le vestiaire, ni à la préparation, mais il y a certainement eu des mots de Deschamps. Je crois qu'il y a eu des mots de Le Graët aussi, le président de la fédération, qui est allé les voir. Je suis pas persuadé que ça joue d'ailleurs un déclic, ça provoque un déclic considérable, mais il y a évidemment une préparation tactique, les enseignements tirés du match aller, mais je pense qu'il y avait un environnement aussi global, c'est-à-dire qu'ils étaient quand même la risée depuis vendredi dernier, ils le sentaient, ils l'ont senti, ils l'ont entendu, ils l'ont vu, ils ont des proches, ils le savaient, les joueurs en question. C'est vrai qu'il y a un contraste, je pense que la dimension psychologique, après ça fonctionne dans ces circonstances-là, est assez déterminante. Il y avait un contraste saisissant entre l'entrée des joueurs vendredi dernier sur le terrain, où ils étaient détendus, ils avaient le sourire, ils étaient détendus, ils plaisantaient dans les couloirs, et on sait bien que ça ne traduit pas forcément une concentration absolument démesurée. Ça ne veut pas dire du tout, contrairement à ce qu'on a entendu après le match de vendredi dernier, qu'ils n'avaient pas envie d'aller au Brésil, qu'ils n'avaient pas envie de gagner. Bien sûr qu'ils avaient envie de se qualifier pour la Coupe du Monde. On a entendu des tas de pseudo-commentateurs nous expliquer qu'ils n'en avaient pas envie. Bien sûr qu'ils en avaient envie. Simplement, ils n'avaient pas l'état d'esprit visiblement lors du match aller. Ce qui reflète aussi, le football, c'est jamais que l'image de la société et du comportement de chacun d'entre nous. Peut-être une certaine arrogance française parfois. Et hier soir, évidemment, la motivation, elle était là par la force des choses. Est-ce que Pierre-Louis Basse, vous qui avez longtemps et qui continuez à fréquenter justement les stades, est-ce que la question de l'entrée, par exemple, dans le stade, joue? Beaucoup de comptes rendus ce matin disent qu'ils ont été surpris de voir que les supporters n'étaient pas hostiles et au fond, déjà jouaient le jeu pour les encourager et leur ont du coup même fait un signe de la main. Est-ce que ça, ce sont des choses qui sont importantes?
Moi, ce que je pense, c'est que c'est une activité humaine qui est aussi une activité très ludique. Platini, je pense, est celui qui a, peut-être pas très modestement, mais il l'a dit, il l'a exprimé dans l'équipe hier. Platini, je pense que c'est lui qui exprimait les choses les plus justes. Il me semble savoir que c'est un jeu, ça reste un jeu. On peut regretter que ce jeu ne devienne qu'un enjeu de produit, et que les joueurs deviennent des produits. Mais ça reste, c'est la magie de ce sport. En effet, Stéphane a raison, les choses étaient possibles. Elles étaient tout à fait envisageables. Il y a 30 ans, Saint-Étienne avait renversé la vapeur, comme on dit, contre Kiev et gagné 3-0. Donc, et puis, on est passé j'ajouterais du point de vue tactique, à un ensemble d'individualité, à davantage de collectifs, de blocs équipes. Voilà ce qui s'est produit aussi. Bon. Et là, c'est intéressant, on verra par la suite, mais on a commencé à voir des choses du point de vue collectif. Voilà ce qui, moi, m'a intéressé. Il faut quand même rappeler aussi que les Ukrainiens ont fini à 10. Oui, alors qu'il n'y a pas de faute. Alors que totalement. Il n'y a pas de faute. Xavier, une courte question. Oui, je me demandais quel rôle avait joué le fait que dans l'équipe qui était alignée hier, il y a au moins 4 joueurs dont, si le match avait été perdu, ça aurait été le dernier match en équipe de France. Et dont l'entraîneur. On peut aussi comprendre l'entraîneur. Donc c'est quand même 4-5 personnes. On parle des choses humaines. C'est des personnes qui se disent, si ce match est perdu, pour moi, c'est fini l'équipe de France. Oui, mais c'est vrai. Non, je pense encore une fois que rien n'est jamais acquis. Pour paraphraser Aragon, ni sa force ni sa faiblesse. On est dans un environnement humain. Lorsque les Bulgares viennent, il y a 20 ans, jour pour jour, pratiquement gagner au parc avec Kostadinov, jusqu'au bout du bout, c'est possible tant qu'il y a de la vie. Ce que dit Xavier Laporte, évidemment, renvoie à ce que je disais, il a tout à fait raison, et un joueur a forcément envie de gagner. C'est un jeu qu'un gamin de 7 ans ou un joueur d'équipe de France, qu'on a 32, 33, 34 et qui sait que ça va être son dernier match, forcément, il veut gagner, donc ça joue sûrement aussi dans la motivation, bien sûr. Allez, nous reviendrons. 8h16, c'est l'heure de votre chronique. Brice Couturier. Bonjour Marc. Pour faire le lien avec notre émission d'hier, dont l'invité était Michel Barnier, vous vous en souvenez, je voudrais parler aujourd'hui de la Commission européenne. Ça vous étonne, mais figurez-vous, la Commission européenne a commandité et financé un rapport parmi des milliers d'autres intitulé « Études sur la contribution du sport à la croissance économique et à l'emploi dans l'UE ». Eh bien, je confesse avoir passé plusieurs heures à en traquer l'original sur le net hier, en vain. Par contre, j'ai rencontré lors de mon surf quantité d'allusions aux conclusions de ce rapport. Mais que vaut pour un journaliste ce genre de sources secondaires? Surtout lorsqu'elles se contredisent entre elles. Je suis en effet tombé sur les pourcentages suivants. 1,63% de la valeur ajoutée brute totale de l'UE. C'est précis, hein? Oui, mais je suis tombé aussi sur un autre chiffre, 1,76% qui est tout aussi précis. Et puis d'après un troisième, ce chiffre serait même de 2,98% si l'on tient compte des effets multiplicateurs. Eh oui, du simple au double. C'est troublant. Quant à la main-d'œuvre occupée par le sport dans notre Union européenne, elle tournerait autour de 2% de l'emploi global. Là aussi, je vous fais court parce qu'il y a toutes sortes de variations qui vont de 1,56 à 2 quelque chose. Mais enfin, restons sur 2%. Alors que le sport soit devenu un business, on le sait depuis longtemps. Les auteurs de l'ouvrage « Événements sportifs, impact économique et social » distinguent 3 phases dans le développement du spectacle sportif. Il y a eu d'abord l'époque de Pierre de Coubertin, où le sport se voulait une école de morale et de perfectionnement de soi. On y apprenait à respecter les règles et à développer ses propres talents dans le cadre de collectifs d'éducation. Puis est venu le temps du sport-spectacle, où le sport devenait l'équivalent d'une marque, enfin le sportif devenait l'équivalent d'une marque qui s'exhibait et vendait toutes sortes de produits dérivés. Mais d'après les auteurs de cet ouvrage, nous serions passés dans une troisième époque qui aurait commencé dans les années 80, époque qui serait l'époque du sport mondialisé, dominé par un marché mondial des athlètes, où tels des maquignons, les grands entraîneurs viennent faire leur marché. Où, je cite le philosophe Robert Rodecker dans l'Emprise sportif, des mercenaires immatures et cupides sont élus au rang de divinité. C'est sans doute ce qui a permis à Marine Le Pen d'attribuer la défaite de l'équipe de France de football en Ukraine, je cite, à l'ultralibéralisme. Je cite Marine Le Pen, « L'ultralibéralisme appliqué au football, ça donne des résultats épouvantables ». C'est donc la présidente du Front National qui poursuit « On a libéralisé le quota de joueurs étrangers. Une équipe nationale ne peut pas être poussée uniquement par l'appât du gain ou l'ego des individualités. » Alors, leur victoire d'hier, Marine, est-ce qu'on doit l'attribuer à l'altermondialisme ou au bolivarisme de Chavez ?
Selon le très patriotique Jean-Luc Mélenchon, seuls les joueurs payant leurs impôts en France devraient avoir le droit de jouer dans l'équipe de France. Où l'on voit, soit dit en passant, Marc, comment les thèmes de la nation et de l'anticapitalisme sont en train de circuler dangereusement entre les droites extrêmes et les gauches extrêmes. Lorsque l'équipe de France était au top, remportant la Coupe du Monde de football en 98, puis encore lors de la victoire en finale contre l'Italie dans l'Euro 2000, et même lorsque les Bleus passèrent à un cheveu de la victoire à nouveau face à l'Italie en 2006, souvenez-vous des tirs au but scandaleux de cette fin, cette équipe elle passait pour une sorte d'image idéale où se projetaient les aspirations d'un pays qui commençait pourtant à douter de lui-même. Depuis 2008, nos nouveaux petits prodiges ont multiplié les gestes déplacés, les insultes envers les journalistes, Samir Nasri, envers les arbitres aussi, Jérémy Ménez, les sorties agressives face aux médias, souvenez-vous de Sévra face à Téléfoot, et puis il y a eu surtout cette grève puérile en pleine Coupe du Monde, et certains alors ont commencé à dire que cette équipe nous tendait le miroir où nous pouvons contempler ce que nous sommes devenus. Je cite notre collègue Alain Finkielkraut, dont l'essai cartonne en ce moment en librairie, l'image d'une France qui ne sait plus transmettre, qui ne sait plus éduquer et qui se voit contrainte de faire avec la hargne, la susceptibilité et l'impudence. Mais Finky, lui, parle avec le dépit d'un amateur de football, déçu dans ses amours. Moi, je me fous du foot. Je persiste à voir dans ces machineries télévisuelles un opium du peuple. J'ai plutôt les yeux sur l'état de notre balance commerciale et surtout sur les statistiques du chômage. Or, il semblerait que la victoire de 98 ait eu un effet d'entraînement sur l'activité économique de notre pays. Certains experts estiment même à un point l'effet sur la croissance en 99 de la victoire de 98. Alors, cette qualification en Coupe du Monde peut-elle aider le pays à sortir de sa dépression et à renouer avec l'espoir, l'innovation, l'audace, bref, le succès qui nous font tant défaut aujourd'hui? La chronique de Brice Couturier à retrouver sur franceculture.fr. Réaction, débat, contradiction, Renaud Dely. Sur le plan des retombées économiques, je serais bien incapable de contester ce que vient de dire Brice Couturier. La seule chose qu'on sache, c'est qu'effectivement, le football génère notamment en termes d'annonceurs publicitaires un marché assez conséquent, puisque c'est quand même ce qui participe aussi de la spécificité de cette activité, c'est que le football, c'est évidemment le sport le plus mondialisé, c'est-à-dire qui a l'impact planétaire le plus important. Donc ça génère effectivement de l'activité économique. Mais ce qui est intéressant, c'est que justement, on constate que ce sport mondialisé, il est vraiment le reflet de l'évolution de nos sociétés, c'est-à-dire qu'à la fois, il peut à certains moments concentrer les tares, les dérives, les défauts que produit une mondialisation dérégulée. Effectivement, le marché des transferts qui a été dérégulé par le fameux arrêt Bosman, parce que la libre circulation des citoyens, elle s'applique dans l'Union européenne pour les footballeurs comme pour tous les citoyens. Et pour autant, le football reste aussi une activité qui conserve une forme d'identité propre à chacun des pays. On le voit à travers le jeu justement des équipes nationales. Donc tout ça, encore une fois, n'est qu'un jeu, mais les équipes nationales, c'est aussi la préservation d'une forme d'identité qui elle-même est d'ailleurs mouvante au fil du temps, mais en tout cas d'une identité au sein d'une mondialisation qui convient sûrement de mieux réguler dans le football, comme ailleurs, comme dans les autres activités économiques. Effectivement, la dérégulation excessive des marchés des transferts, de l'économie du football, ça, ce sont des défauts auxquels il faut remédier. Là aussi, d'ailleurs, comme avec l'Union européenne ou comme avec d'autres organismes internationaux, il faut davantage de régulation internationale. Il faut une FIFA, la fameuse fédération internationale, qui ait davantage de pouvoir pour réguler tout ça. Mais ça, c'est une œuvre de longue haleine. Avant de vous donner la parole, Pierre Lubas, juste quelques chiffres piqués dans l'article d'Olivier Babot dans Les Échos du 11 novembre. Les droits télévisuels annuels sont de plus de 652 millions d'euros négociés par la Ligue du football à partir de 2012. Ce sont des chiffres qui ont fait beaucoup d'encre et ce ne sont pas les plus chers. L'Italie, qui est plus modeste, en paye 960 millions et l'Angleterre, 1,7 milliard. Mais rappelle toujours le très sérieux journal Les Échos, le football professionnel, cela dit, en partie grâce à ces droits visuels, n'est pas payé par le contribuable. Bien mieux, ça va vous intéresser, Brice, il génère d'importantes recettes fiscales pour les caisses de l'État. Rappelons que le match d'hier était aussi le jour de la réforme fiscale de Jean-Marc Ayrault. Il rapporte donc d'importantes recettes fiscales pour les caisses de l'État. La filière du football professionnel en son ensemble, avec ses fournisseurs et ses partenaires, rapporte à l'État 1,3 milliard d'euros de contributions fiscales et sociales par an.
Ouais. Pierre-Louis Basse. Vous faisiez référence à la foire et d'Equerre et en fait à Marc Perelman et Jean-Marie Brome qui font des travaux absolument passionnants. Bon, même si moi je suis pas bien sûr toujours d'accord avec eux, mais ils font des travaux passionnants. Je pense que ça n'est pas parce que le verre est dans le fruit, encore une fois, que le fruit est complètement à jeter. Je pense que si des artistes depuis des décennies, et pas n'importe lesquels, des Pasolini, des Eduardo Galeano, le poète uruguayen, et tant d'autres, des Wim Wenders, je dis artistes, mais et aussi des chercheurs se passionnent pour ce sport et s'y retrouvent, c'est tout de même qu'il n'est pas à jeter aux chiens tout de même en permanence. Je pense que il est simplement, forcément, Renaud a raison de le rappeler, le sport universel par excellence, le sport planétarisé, il est donc le fruit d'enjeux, de margoulins, de dérives, et on aurait tort en effet de croire que parce que la France a gagné hier soir, eh bien mon Dieu, la croissance va revenir, l'intégration va être enfin réussie, et tout va bien, Madame la Marquise. Non, prenons-le comme il est. Prenons-le comme un jeu, et c'est magnifique. Prenons-le comme un sport qui nous plaît depuis l'enfance, parce que c'est l'enfance. Prenons ça, prenons. Bon. Voilà, après, tirons pas de conclusion, je veux dire, hâtive. Moi, c'est ça que je garde ça. Un exemple parmi tant d'autres de cette piqûre, au fond, au moral que font des buts marqués quand ils sont marqués comme hier, c'est toujours dans ce petit bar du 5e arrondissement. Antoine Beauchamp a rencontré, entre autres, Frédéric, heureux de l'ambiance. Ah bah on est super contents. Ce soir, vraiment, on est fiers d'être français. Et vraiment, c'était un beau match, vraiment à la hauteur de l'équipe. Et à Rio, ça va tout déboîter. Vous allez à Rio? Ah bah bien sûr, tout le monde y va. Les Français, ils se plaignent tout le temps, ils y croient jamais, mais finalement, suffit d'y croire. Et aujourd'hui, ils nous ont donné, je trouve, une belle leçon, l'équipe de France. Voilà, une leçon d'équipe de France. Comme quoi, quand on y croit, on peut toujours y arriver. C'est ça la France. La France, c'est l'espoir, c'est la confiance. Voilà, 90 minutes plus tôt, on n'aurait sans doute pas entendu. Non, mais c'est chouette, ça. Le même son de cloche. Caroline Eliachev. Oui. Avec vos crampons. Écoutez, moi, le foot m'intéresse et tout dans le foot m'intéresse, pas seulement les matchs. Et en particulier les journalistes sportifs. Je dois dire que je lis énormément d'articles sur le foot et j'aime énormément les journalistes sportifs. Coming out ce matin de Caroline Eliachev. Voilà. Il y a des auditeurs qui vont grincer. Ouais. Alors, j'aime bien quand vous dites le foot n'est qu'un jeu. Enfin, vous essayez de faire un peu baisser la pression. Et en fait, le foot, certainement, est un jeu, mais il est bien entendu bien plus qu'un jeu. Car tous les jeux n'ont pas l'impact qu'a le foot. Et l'immensité à la fois des commentaires et des personnes qui s'intéressent au foot, que ce soit les sociologues, les politiques, etc., montrent bien que c'est bien plus qu'un jeu. Et sur chaque élément, on peut dire quelque chose, en particulier sur ce qu'on appelle l'individualisme. Le foot, à cet égard, je trouve, est absolument caractéristique parce qu'on parle de l'individualisme et en même temps, il me semble que le foot indique ce que c'est que l'individualisme, c'est-à-dire l'individualisme pour soi-même ne réussit jamais. Ça ne marche que si l'individu est en relation avec tous les autres individus. On l'a vu sur le contraste entre ces deux matchs. Le premier match, les individus jouaient pour eux-mêmes et on a dit ils ont gagné parce que tout d'un coup, ces individus ont été en relation. On pourrait prendre une dizaine de sujets comme ça. C'est-à-dire qu'effectivement, ce jeu est bien plus qu'un jeu. Et vous tenez ce discours-là, c'est-à-dire, oui, c'est un jeu, restons calmes, ça ne va pas changer. Et en même temps, c'est tout à fait caractéristique de plein de choses. En revanche, je ne suis pas tout à fait... je n'adhère pas tout à fait quand on dit c'est l'image de la France, etc., d'un côté de l'autre, parce qu'on dit effectivement tout et n'importe quoi. On est d'accord, mais vous savez, je crois que c'est Brecht qu'on joue actuellement du côté de Berthier pendant 4 heures au moins. S'il n'y a pas une équipe sur la scène, s'il n'y a pas une équipe soudée qui joue collective, je pense qu'on s'emmerderait très très vite. Au théâtre comme ailleurs. Donc vous voyez, il y a des points communs. Ou à la radio. Oui, ou à la radio. Stéphane Régis, vous lisez SoFoot, Caroline Eliachev. Voilà. Stéphane Régis, qui est son rédacteur en chef. Non, mais je crois que la grande erreur qu'on fait en France, c'est de vouloir faire des footballeurs des exemples et de projeter sur eux ce qu'on aimerait que la société soit, ou tous les maux ou toutes les problématiques qui traversent la société sur des joueurs de foot qui sont
finalement, effectivement, moi je suis d'accord avec ce que disait Renaud tout à l'heure, simplement le reflet de ce qu'est la France aujourd'hui. Mais ils n'en ont pas à être l'avant-garde ou l'exemple, ou avoir des valeurs d'exemplarité. Est-ce qu'ils le savent, ça, eux, vous qui les fréquentez tout de même un peu, ces joueurs? Et qu'est-ce qu'ils en pensent? Qu'ils ont ce poids sur les épaules, l'exemplarité, alors que c'est théoriquement... ils s'en défendent, en fait. Enfin, ils sont absolument contre cette idée. C'est Zidane à qui on a parfois reproché de ne pas entrer dans le débat politique. Il y avait les musiciens du groupe Zebda à un moment qui avaient fait campagne pour dire que Zidane devait faire parler sur l'immigration en France, etc. Elle lui disait c'est pas mon boulot, moi je suis là pour jouer au foot. Et en plus c'est des gens qui se sentent pas qui ont souvent un complexe vis-à-vis justement de tout ce qui est élite culturelle, élite politique. Et Zidane, quand on l'a interviewé cet été, nous disait mais moi je peux pas parler politique, j'ai pas les armes, donc forcément je vais être battu, donc je préfère ne pas en parler. L'exception à cela, ça a été quoi, un peu Lilian Thuram? Ça a été Thuram, qui marche un peu sur des œufs en permanence, quoi. Renaud Dely. C'est vrai que le cas de Zidane est évidemment emblématique de toutes les contradictions et de toute la complexité de la figure du footballeur, puisque le football, on le disait, c'est un jeu d'enfant d'ailleurs à l'origine. Donc le football, c'est aussi pour ça que ça touche un certain nombre d'entre nous de façon durable. C'est que c'est un Regardez l'œil de la pédopsychiatre c'est un jeu dans lequel on a plongé à 4, 5, 6, 7 ans et qui nous suit toute la vie. Bon, et à un moment, on n'arrive plus à courir après le ballon, mais on reste attaché à ce jeu. Zidane, c'est quoi? C'est un joueur exceptionnel de football et en même temps, c'est un sale gosse, entre guillemets. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui a eu un nombre d'expulsions considérable et qui a fini sa carrière sur un coup de tête. Mais c'est ça le football. C'est-à-dire que c'est ni un ange ni un démon, Zidane. C'est un joueur exceptionnel, mais ça n'est qu'un joueur de foot. Et comme le disait Stéphane Régis à l'instant, il savait rester dans son rôle et le jouer merveilleusement bien, y compris avec les défauts inhérents à la pratique de ce sport, hein. Le fait d'être mauvais joueur sur un terrain, de tirer le maillot de l'adversaire et de mettre un croche-patte de temps en temps. Pour ceux qui connaissent le football, on l'a tous fait. Ça fait, si j'ose dire, partie du jeu, dès lors qu'il y a des règles pour sanctionner ces fautes, bien sûr, puisqu'un jeu ne fonctionne que s'il y a des règles pour les sanctionner. Mais Zidane, ça n'est pas un leader politique, un philosophe, etc. Il l'a toujours su, il l'a toujours assumé, et tant mieux. Tiens, un tweet de Bernard Pivot, très drôle. François Hollande, qui aurait perdu 2 points en cas de défaite, en gagne 2, plus 1 point, puisqu'il était au Stade de France. Caroline ou Xavier? Oui, Caroline Lachef. Je voulais juste faire une autre remarque. Ce que j'aime bien aussi dans le foot, c'est la joie de ces hommes réunis qui sont... Je veux dire, alors là, c'est plus des enfants, je ne sais pas ce que c'est, mais quand on voit tous ces hommes d'un certain âge, un peu ventripotents, qui effectivement, comme vous dites, ne courent plus derrière un ballon, s'embrasser, se congratuler, etc., c'est un spectacle inouï. Alors, je sais que maintenant, les joueurs eux-mêmes en rajoutent un petit peu quand ils ont marqué un but et qu'ils s'embrassent, etc. Mais je n'ai pas encore trouvé à quoi comparer cette joie des hommes ensemble à s'embrasser parce que le ballon, ils l'ont mis dans le but, quoi. Pierre-Louis Basse. Ça, c'est affaire de désir avec le foot. C'est-à-dire que on marque moins qu'on ne met des essais au rugby. Hein. La fréquence n'est pas la même. On a essayé de chercher un peu là-dessus. J'avais lu des choses intéressantes. Pourquoi on s'embrasse? On s'embrasse parce qu'on marque pas souvent. Et il y a une tension. Le foot, c'est quelque chose de particulier. Vous voyez. Par exemple, moi, je sais que j'avais un papa prof de gym et il me disait toujours, quand j'organise des matchs sur le terrain sans filet dans les buts, ça n'est absolument pas la même chose que lorsque je me débrouille pour qu'il y ait des filets. Et c'est vrai, tu t'imagines, toi, jouer au ballon sans filet? Non, parce que il y a quelque chose. Stéphane Régis. Non, je suis d'accord que le bruit du filet, c'est essentiel. Pourquoi on s'embrasse dans le foot? Pourquoi on s'embrasse dans le foot? Effectivement, il y a cette rareté. Il y a aussi le fait que beaucoup de supporters, quand on les interroge, disent souvent que le foot est un sport plutôt populaire à la base, et il y a beaucoup de gens à chaque fois qui nous disent mais nous on perd toute la semaine, donc quand on gagne le dimanche, c'est comme une sorte de revanche d'un coup, et du coup d'explosion de bonheur qui est très rare. Il y avait un écrivain italien qui s'appelle Alessandro Piperno, qui a gagné le prix Strega l'an dernier, qu'on a interrogé il n'y a pas longtemps et qui nous disait que
en fait, lui, il aimait le foot parce que ça donnait en capsule ce que la vie donnait finalement tout au long d'une vie. Donc, c'est-à-dire qu'on a des émotions c'est ce que dit Platini aussi quand il parle du match France-Allemagne à Séville, où il dit qu'en 90 minutes, on connaît toutes les émotions qui passent dans une vie. Et tous les paradoxes, toutes les contradictions. Toutes les contradictions. Et du coup, c'est ce qui explique effectivement les embrassades, c'est ce qui explique les coups de tête, c'est ce qui explique les insultes, et qui fait que voilà, tout est vraiment explosif, quoi. Alors Renaud Delis, je crois que Pierre Lubas voulait ajouter un mot. Et Xavier... Alors, ces contradictions qu'évoque Stéphane Régis, je pense à un autre auteur qui les résume parfaitement, c'est le philosophe Tony Negri, qui est tout sauf un défenseur de la mondialisation ultralibérale et du berlusconisme, et qui pour autant est un supporter du Milan AC totalement... Rendons hommage aux intellectuels italiens qui assument clairement pour beaucoup aimer le foot et qui ne s'en cachent pas, ce qui n'est pas tout à fait le cas en France, après tout, seul, un jour Alain Finkielkraut et quelques autres, mais timidement on dit, et maintenant c'est assumé qu'ils aimaient le football, mais il y en a beaucoup d'autres qui se planquent encore derrière. Et on peut aimer le foot, le sport, c'est caca. Même si le football peut sembler totalement contradictoire avec ses engagements philosophiques ou politiques personnels. Bon, Xavier Delaporte, vous voulez poser une question? Non, mais pour cette histoire du rapport aux intellectuels au foot, c'est vraiment très intéressant parce que pour le coup, je pense que là, il y a une spécificité française. Parce que quand on regarde dans l'ensemble du monde et en Europe en particulier, on s'aperçoit que dans de nombreux pays, il n'y a pas eu effectivement cette dissociation entre le foot et la vie intellectuelle. Alors, moi, je me suis souvent demandé pourquoi il y avait eu cette dissociation. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que je me suis aperçu qu'en interviewant de nombreuses personnes qui avaient eu une pratique sportive d'assez haut niveau jusqu'en 68, ces gens-là ont souvent arrêté de pratiquer le sport en 68 pour faire d'autres choses. Moi, je me souviens de quelqu'un me racontant que faire du macramé. Non, mais par exemple, réinvestissant leur pratique physique dans d'autres pratiques physiques, type la danse, ce genre de choses, etc. Non, mais c'est intéressant. Et je me souviens très bien de quelqu'un qui était au 800 mètres, qui était proche d'être qualifié pour les JO de Mexico en 800 mètres, et qui me racontait que cette course quasiment qualificative, comme ça, il quitte la piste. Il quitte la piste pour ne pas finir la course parce que la compétition est impossible. Et il y a eu une sorte de dissociation qui s'est opérée aux alentours des années 68 en France et qui a mis extrêmement longtemps à se récupérer et qui s'est récupéré vraisemblablement peut-être 30 ans plus tard en 98 où il est redevenu possible de dire qu'on aimait le foot et qu'au fond on l'avait aimé pendant 30 ans. Parce que quelqu'un me racontait juste, je termine avec ça, une anecdote comme ça, de un auteur présentant à des représentants d'une maison d'édition comme ça son livre et disant, bon, pour conclure, ce n'est pas un livre pour lecteur de l'équipe. Et l'éditeur va le voir et lui dit, mais c'est complètement débile de dire ça, etc. Et 2 mois plus tard, au salon du livre, ce même auteur, comme ça, arrive avec un grand impair, comme ça, il dit à son éditeur, regarde, et il avait l'équipe dans son impair. Brice une petite réponse à Xavier, parce que je fais partie de cette génération, justement, qui a fait 68. Pour nous, je vais parler en nom de 68 art. Pour nous, le culte du corps, ça avait un rapport avec... la haine du foot. Ça avait un rapport avec le fascisme. La compétition exacerbée, la concurrence qu'on refuse partout ailleurs, y compris dans le monde économique, là, elle est poussée à un sommet. S'il y a quelque part de l'ultralibéralisme, c'est bien dans ce domaine-là. Quant aux grands enthousiasmes collectifs que vous venez de nous dépeindre avec beaucoup de talent, on peut aussi voir des regains de totalitarisme. Quand des hommes s'embrassent entre eux et crient en hurlant parce que leur équipe a gagné et ont envie d'en découdre avec celle d'en face, moi ça me rappelle étrangement ce qui s'est passé en 14-18, voyez-vous. Oui, enfin moi quand je vais voir pour la première fois de ma vie le bal de la compagnie, je ne sais plus la compagnie de Campagnol il y a quelques années, et ensuite le film de Scola, on s'embrasse tous, il n'y a pas d'élan collectif totalitaire, et il y a des moments d'artistique, théâtraux qui à mon avis ressemblent. Il m'est arrivé d'embrasser mon voisin à Old Trafford quand je travaillais avec Canto sur sa biographie, il n'y avait pas quelque chose de totalitaire, on avait vu un beau geste, je pense que c'est mettre beaucoup de drame. Simplement, je voulais répondre à Xavier, ce qui est intéressant aussi, c'est comment le foot, mais au-delà du foot, les sports, l'athlétisme, je pense au livre de Echnoz sur Zatopek, comment le sport, en général, et le foot ont petit à petit investi le champ culturel. 87, c'est la rencontre Duras-Platini dans les colonnes de Libération. Ça marque un moment intéressant où on n'est plus... si on est un intellectuel, on n'est pas forcément snobinard ou velléitaire vis-à-vis du sport. On l'aime sincèrement. Et les choses bougent. Alors, c'est transversal. Duras-Platini, le plasticien Steve McQueen avec Zidane et ce film expérimental qui avait été notamment projeté au Festival de Cannes. Bien sûr, des exemples intéressant. C'était Pareno et Douglas Gordon, le film.
je crois, non? Non, il y a aussi McQueen. Ils ont fait deux. Mais c'est vrai qu'il y a eu des mélanges comme ça. Ça y est, vous me mettez le doute. Avant que nous terminions l'émission tout de même, parce que l'angélisme, c'est très bien d'être heureux après 3-0, alors que nous aurions été dans une émission au fond colérique. Alors gardons ce que nous aurions été si nous avions dû être colériques. Parce qu'après tout, quand même, et là, je voudrais à nouveau qu'on reprenne au sérieux, au fond, cette équipe, ce qu'elle est, le mal qu'on en disait avant 21h hier soir, et est-ce que donc tous ces problèmes sont réglés ou pas? Est-ce que cette équipe, malgré tout, reste bonne ou pas pour aller au mondial, puisque théoriquement elle ne l'était pas après le match aller. Stéphane Régis. Si vous me demandez mon avis, moi fondamentalement je pense que c'est une équipe moyenne. Voilà, si on prend les choses factuellement maintenant quand même. Ils ont gagné très bien, mais c'est une équipe moyenne avec des bons joueurs, voire des très bons. On a quelques joueurs de classe mondiale qui peuvent être Ribéry, Benzema ou Lloris au but. Ou Pogba, là, un jeune qui arrive et qui est très bon. Le reste, c'est des joueurs de bon niveau, mais qui sont pas non plus, qui jouent dans des clubs de milieu de tableau en Angleterre, etc. Donc non, je pense que la Coupe du Monde elle est très très loin d'être gagnée. Oui. Après, je pense c'est une équipe qui a le niveau pour aller à la Coupe du Monde. Après, une compétition, tout peut arriver, mais c'est a priori très très loin des favoris de la Coupe du Monde. Sur cette question-là, Renaud Dely, alors si on reprend encore une fois par rapport aux analyses qu'on faisait avant le match d'hier, qu'est-ce qui reste vrai ou pas? On est tous d'accord pour dire que c'est pas la génération de Zidane qui était un joueur d'exception et qui a été entouré par des joueurs d'une excellente qualité, comme il y avait eu avant une autre génération portée par un joueur exceptionnel qui était Michel Platini, qui avait aussi autour les Giresse, Tigana et autres qui nourrissaient cette génération. Là, on n'est pas dans ce cas-là. On a quelques individualités brillantes qu'évoquait Stéphane Régis à l'instant. On n'a pas une équipe qui, sur la durée, d'ailleurs, il suffit de regarder, il ne faut pas regarder juste sur un match. Parce que, comme disait l'autre, l'important, c'est d'être constant. Bien, sur la durée, ce n'est pas le cas de cette équipe. Hier, elle était au pied du mur. Et pour autant, c'est vrai que Stéphane Régis dit tout peut arriver dans une Coupe du Monde. En même temps, on voit qu'elle est qualifiée, qu'elle peut y jouer un certain rôle. On a du mal à imaginer qu'elle aille jusqu'au bout parce qu'une compétition aussi longue, aussi difficile, elle génère à chaque fois un vainqueur qui, lui, est pas surprenant. Il n'y a jamais eu une énorme surprise pour ce qui est du vainqueur du mondial. Pierre-Louis Basse. Comme je partage totalement ce qui vient d'être dit par Stéphane et Renaud, je veux juste ajouter que, en effet, ne prenons pas comme unique modèle de société le foot, y compris dans la victoire. Restons modestes et créons les conditions pour que la jeunesse de ce pays ait d'autres repères que seulement le sport-spectacle. Et ce sera très bien. Lesquels, monsieur ? La culture, l'apprentissage, l'éducation, le partage, comme ces enfants de Sarcelles que j'ai vus hier jouer et qui ont déjà joué au Odéon grâce à un travail extraordinaire et qui ne sont pas uniquement des footballeurs ou des basketteurs en herbe, qui ont envie d'autre chose et qui sont de toutes les couleurs. Voilà, voilà ce que je pourrais dire. Xavier, on arrive sur le bout. Ouais, c'était juste pour revenir à des considérations bassement footballistiques. Il me demandait si, au fond, Didier Deschamps ne se retrouvait pas exactement dans la même position qu'Aimé Jacquet en 94. C'est qu'en gros, il y a quand même un objectif qui est l'Euro en France en 2016, comme Aimé Jacquet avait pour objectif la Coupe du Monde en France en 98. Et au fond, Aimé Jacquet avait fait un truc, il avait joué un Euro en 96 en faisant arriver une nouvelle génération qui s'était un peu plantée, mais qui du coup s'était construite. Et est-ce qu'il va pas faire la même chose, Didier Deschamps, faire monter une nouvelle génération, Pogba, etc. pour l'Euro 2016. Moi, c'est la question que je me pose. Sauf que c'est une bonne question, mais pour l'Euro 96, c'est là qu'il trouve, qu'un petit peu avant, mais qu'il trouve en 94 justement Zinedine Zidane. Donc si Didier Deschamps finit par trouver un Zinedine Zidane, peut-être que la configuration sera la même. Pour l'instant, on n'en est pas là. Ça viendra peut-être de derrière, de Varane. Ouais. Mais pour l'instant, Ribéry n'est pas ce taulier. Et le salut viendra-t-il de Sakho ? Revient Sakho, comme disait hier. Je pense que Sakho, il a donné ce qu'il avait à donner là. C'est le nouveau Thuram ? Non, je pense pas. Ah mince. Non, j'aime bien Sakho, mais bon. C'est un meneur d'homme. Il y a un côté, c'est un chef de bande, Sakho, qui a été remarquable hier, mais c'est vrai qu'on pense qu'il a techniquement, il est limité. Voilà, c'est pas. Il en a quand même marqué 2. Même moi qui il connais rien. Le leader technique de l'équipe de France, on n'est pas très bien, quoi.